Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci en tout cas aux organisateurs de l'invitation. En introduction rapide, je suis chargé du programme de coopération que la France conduit avec la CEPAL depuis un certain nombre d'années. Et cette année, il est essentiellement centré sur changement climatique et développement durable. Et on le travaille sous différents aspects, en particulier en créant un espace de dialogue entre les négociateurs principaux de l'ensemble des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ici, avec plaisir, notre ami Omar fait partie de ces réunions régulières qui ont été impulsées conjointement par le gouvernement du Brésil et le gouvernement du Chili, qui ont demandé donc à la CEPAL de créer ces espaces de dialogue et auxquels, depuis la coopération régionale française pour le Cône Sud et l'accord de coopération plus spécifique au sein de la CEPAL, on participe activement. Mais on travaille également ces thématiques sous différents angles, avec l'appui à la réalisation d'études thématiques particulières que je ne vais pas évoquer ici puisque je n'en ai pas le temps, et également sur des espaces de formation et d'appui au renforcement des capacités. Sur les thèmes que je vais évoquer, ce que je veux dire à travers les quatre points que vous voyez sur la diapositive, c'est qu'en toile de fond de nos réflexions et de nos expériences, quand on aborde les aspects de dérèglement climatique, ce n'est pas, comme on le voit trop souvent, et encore parfois ce matin, sous un aspect d'environnement. Le changement ou le dérèglement climatique, ce n'est pas une question d'environnement, ce n'est pas une question des scientifiques uniquement, mais c'est une question éminemment politique au sens de choix de société, et c'est une question éminemment, y compris économique, au sens du modèle de développement, de production, de consommation et de redistribution. Alors, ma présentation se pose plus spécifiquement dans le cadre de ce deuxième espace sur les villes durables, mais avec un regard et une interrogation sur, en général, dans les pays en Amérique latine et les Caraïbes, on se demande quand on regarde les villes, où sont les territoires? Et où sont, je ne parle pas des territoires urbains, je parle des territoires qui baignent, qui entourent, qui irriguent, qui nourrissent les villes. Et s'il est bien clair que, on l'a dit, je ne vais pas m'attarder ni donner des chiffres, mais que l'essor et l'expansion urbaine, en particulier en Amérique latine et les Caraïbes, est un fait. Depuis 2008, pour la première fois, la population urbaine a dépassé globalement les 50%, donc plus que la population rurale. Ça nous amène à nous demander quelle est la définition du rural. Comme un moment en France et en Europe, on se posait ce genre de questions. On voit la diversité de cette définition de l'urbain dans les pays d'Amérique latine. Par exemple, une définition qui est communément utilisée, c'est « est considéré tissu urbain la majorité des villages avec quelques milliers d'habitants ». Bon, c'est une définition comme une autre, mais qui est quand même assez imprécise et qui cache une grande diversité. Et puis des pays tels que le Guatemala ou le Venezuela considèrent qu'à partir de 2000 ou de 2500 habitants, c'est de l'urbain. Au Costa Rica, on considère qu'à partir du moment où il y a un tissu considéré avec des centres administratifs, des rues et de l'électricité, c'est de l'urbain. Donc, partons sur ces définitions, mais ce que je veux dire, c'est que ça cache une diversité immense entre des regroupements de population environ 2000-2500 habitants et les mégapoles qu'on connaît en Amérique du Sud. Le constat que l'on peut faire quand on regarde les politiques publiques et les expériences en termes d'aménagement du territoire, c'est que les villes tournent le dos à leur territoire de proximité, à leur territoire d'approvisionnement, et que, en fait, le territoire adjacent ou voisin au développement urbain sert de lieu dans lequel on va sortir, on va aller chercher l'eau, les ressources, l'alimentation,
pour développer la ville dans un modèle très centré sur le développement urbain, mais avec un niveau de redistribution et de déséquilibre énorme, donc un niveau de redistribution très faible, un niveau de déséquilibre énorme, ce qui crée des fragilités. On a donc un modèle très fort, très puissant, de périphérie qui alimente les centres. Alors, c'est à la fois le lieu où, au niveau mondial, les villes et les tissus urbains représentent 70% du PIB mondial, donc où se crée de la richesse. Mais quand on regarde plus précisément les ségrégations sociales, culturelles, économiques, on se demande de quel type de richesse on parle et est-ce qu'il faut uniquement mesurer cette richesse en termes de PIB. Et on se rend compte aussi que les revenus qui sont concentrés dans les villes sont souvent des revenus qui sont générés par des ressources à l'extérieur de ces villes, les mines, la production agricole pour le négoce international et les exportations, et qui vont venir se reconcentrer dans le tissu urbain. Et si au début le développement urbain était notamment par rapport à cette notion de proximité économique, c'est-à-dire de faire des économies d'échelle parce qu'on a des fournisseurs et des clients, des consommateurs rapprochés, on peut s'interroger sur s'il n'y a pas un paradoxe de cette économie de proximité économique aujourd'hui où on a un système mondialisé et des modalités d'échange qui sont très larges. Donc globalement, on constate toute une série de vulnérabilités et quand on s'intéresse aux questions de dérèglement climatique et de résilience, comme je terminerai, il faut évidemment se poser la question d'abord des vulnérabilités. Les vulnérabilités étant le résultat de la fonction entre l'exposition au risque, et l'exposition au risque, ce n'est pas une question uniquement de changement climatique, mais des politiques publiques qui ont créé cette exposition au risque. Donc, ce que l'on constate, en particulier dans les tissus urbains et leurs territoires, c'est que la situation actuelle très déséquilibrée que j'ai décrite de manière très rapide et sans doute un peu exagérée ou caricaturale, mais en tout cas, on a des systèmes de déséquilibre, de ségrégation, de vulnérabilité sociale et socioculturelle, mais également le système fonctionnel économique jusqu'à présent est lui-même mis en vulnérabilité, de par la concentration des richesses et des activités en des lieux donnés. Donc, si on concentre, on a évidemment un niveau de vulnérabilité plus élevé, vulnérabilité à la fois physique dans des zones d'exposition aux catastrophes naturelles, quelles qu'elles soient, mais également vulnérabilité des propres systèmes économiques en tant que tels. Et que dire des vulnérabilités environnementales et aussi des vulnérabilités territoriales au sens large. Alors, cette deuxième partie de mes réflexions, je crois que je vais passer plus rapidement puisque je suis sûr que vous connaissez un peu les approches et les enjeux en matière de développement territorial durable. Je pense que les questions d'aménagement du territoire permettent de manière constructive de cultiver et de développer a proposito, c'est-à-dire de manière volontaire et non pas par hasard, mais des systèmes de complémentarité et de synergie, que si on ne l'approche pas par les notions d'aménagement du territoire, ces synergies, elles ne se font pas, et on reste dans des approches découpées et sectorielles uniquement. Donc, tant en forme de thématique ou de mise en cohérence des différentes politiques publiques, transport, énergie, logement, si on ne travaille pas de manière transversale avec une connaissance des conditions sociales, des migrations, environnementales, etc., on perd en cohérence et on loupe des effets démultiplicateurs. Et puis, les enjeux du développement durable des territoires, y compris urbains, c'est aussi des questions de gouvernance dans laquelle on a besoin aujourd'hui d'innovation. Et quand je parle d'innovation, il ne s'agit pas d'innovation technologique, mais il s'agit d'innovation institutionnelle, d'innovation en termes de fiscalité, d'innovation en termes d'organisation sociale, entre autres. Alors, je vais passer un petit peu plus de temps sur du concret, au-delà de ces réflexions globales, et
si j'ai suffisamment de temps avant ma conclusion, d'évoquer rapidement ces 5 exemples, parmi d'autres, d'actions appuyées par la coopération régionale française en Amérique du Sud, avec différents partenaires, beaucoup avec la CEPAL, mais pas uniquement. Et par exemple, sur la préparation de la prochaine conférence Habitat 13 en octobre 2016 en Équateur, la CEPAL a été officiellement sollicitée par ONU Habitat pour réaliser le rapport régional Amérique latine et Caraïbes sur les thèmes développement urbain durable et territorial. Donc, nous contribuons avec l'équipe de la CEPAL à l'élaboration du rapport régional, avec une approche qui est, si c'est bien sûr que l'ONU Habitat réaffirme que l'urbanisation est un moteur du développement, l'ONU Habitat dit tout de suite après, à condition que l'urbanisation soit bien planifiée. Et c'est évidemment, au regard de ce que j'évoquais rapidement en commençant ma présentation, un point crucial et un point qui manque souvent, malheureusement. Également, dans notre approche et notre travail avec ONU Habitat depuis la CEPAL, on prend en compte les nouvelles lignes directrices sur la planification urbaine et territoriale qui ont été unanimement approuvées lors de du dernier conseil d'administration d'ONU Habitat en avril dernier, et qui notamment parlent de promouvoir les relations entre ville et territoire. La ville durable n'existera pas si elle n'est pas connectée à son territoire, et notamment d'avoir à la fois ville et territoire plus compacts, plus inclusifs globalement ensemble, et mieux connectés pour faciliter une meilleure résilience au dérèglement climatique. Dans ce sens-là, on a entrepris au niveau de la CEPAL une étude qui vise à dresser un panorama sur l'ensemble de la région Amérique latine et Caraïbes, sur les expériences et les politiques publiques de ces pays en matière d'aménagement du territoire. Vous imaginerez bien qu'il y a une énorme diversité de situations. Et l'étude est encore en cours, donc vous me permettrez de garder la primeur des résultats. Mais en tout cas, ce que l'on peut déjà dégager, c'est que très souvent, comme je l'évoquais, la question d'aménagement du territoire est considérée comme un exercice de planification, alors que c'est beaucoup plus que de la planification. Et très souvent, ça reste des indications, mais qui ne sont pas des éléments forts dans les processus de prise de décision et d'application, entre autres éléments. On va également participer et appuyer un séminaire de haut niveau dans le cadre du panel de haut niveau des Nations Unies sur le thème de la mobilité urbaine durable. C'est une rencontre qu'on est en train de préparer qui aura lieu à Santiago à la fin du mois d'août de cette année, avec évidemment les expériences en matière de considérer le transport et la mobilité urbaine comme beaucoup plus que uniquement du transport. On a tous en tête des exemples de téléphériques aériens ou de métro aériens, avec tout ce que ça implique en termes de repenser la cohésion sociale, repenser l'accès à l'habitat, repenser les opportunités de chance, et je me tourne en particulier vers l'AFD évidemment avec l'expérience à Medellín, en Colombie, comme élément, on va dire, emblématique, mais qui n'est pas le seul, hein, je crois qu'on est bien d'accord sur cette analyse, mais également comment cette question-là de mobilité peut recréer des opportunités et des équités, des systèmes d'équité, y compris dans l'accès à la culture et dans l'accès également au travail, à l'emploi. Un point sur lequel je suis très attaché, on travaille au niveau de la délégation régionale de coopération, la CEPAL et une ONG chilienne qui s'appelle ADAPT Chile, sur un programme de formation des cadres municipaux dans les 3 pays qui apparaissent ici, Argentine, Chili et Uruguay, afin qu'ils puissent eux-mêmes élaborer leur propre plan climat municipal. En France, en Europe, on a l'habitude de ces démarches. L'ADEME, entre autres, a une méthodologie bien calée, ce n'est pas la seule. Et donc, on participe à ce travail afin d'avoir un renforcement des capacités. Je n'ai pas le temps de développer plus avant. Je vais juste conclure sur deux secondes. Une première, je crois,
J'ai essayé de démontrer l'intérêt d'avoir une ville beaucoup plus en réflexion, en interface, en synergie, en connexion, en réseau dans son territoire. Et donc de transformer la problématique ville durable-territoire dans ville dans le territoire. On pourra en rediscuter plus avant, mais j'espère que vous aurez accès à la présentation écrite. Et ce que je veux dire, et je termine là-dessus, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'une vue de l'esprit, mais il s'agit d'utiliser le climat et les questions de crise climatique et de dérèglement climatique comme une opportunité, comme un vecteur, comme un prétexte qui nous permet justement de se réinterroger sur les relations de la ville dans son territoire, tout simplement parce que ces relations mieux équilibrées, mieux pensées, mieux construites, augmentent la résilience. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour le respect du temps à la minute près et pour cet exposé qui pose, tu l'as dit dès le début et tu l'as conclu, à la fois la question du choix éminemment politique du modèle de développement et, comme tu le montres, voir effectivement le dérèglement climatique comme une sorte d'opportunité qui nous permettra sans doute de trouver des solutions, ces fameuses solutions à laquelle la COP21 devra